Bonjour à toutes et à tous, nous allons poursuivre la correction du questionnaire du chapitre 13, le principe d'inertie. Question 11. On donne ci-contre 3 enregistrements. Les voici. Petit a, petit b, petit c, du mouvement d'un point matériel en chute libre. Indique, en argumentant brièvement, le ou les enregistrements qui peut ou peuvent convenir et celui ou ceux qui ne convient ou ne conviennent pas. Alors, donnons un embryon de réponse déjà. Donc, si la chute est libre, c'est qu'en fait, il y a une seule force, le poids, par définition de la chute libre. Donc, que les forces ne se compensent pas. Alors, poursuivons. D'après la contraposée du principe d'inertie, le point matériel, alors là, bon, je fais une petite erreur. Le point matériel n'est pas en mouvement rectiligne uniforme. Donc, eh bien, petit a et petit c, donc les photographies petit a et petit c, peuvent convenir, car les positions successives ne sont pas régulièrement espacées. Par contre, petit b ne peut convenir. Pourquoi petit b ne peut-il pas convenir? Car le mouvement est ici rectiligne et uniforme, c'est-à-dire les positions sont régulièrement espacées. Au bilan, donc, c'est A et C qui peuvent convenir. Donc, nouvelle situation, question Q12. L'homme photographié ci-contre, ici, est supposé être animé d'un mouvement rectiligne uniforme après avoir sauté de son avion. Alors, petit a, l'homme est en chute libre. Regardons un petit peu la solution. L'hypothèse, c'est que le mouvement est rectiligne uniforme. Donc, cela veut dire que les forces se compensent. D'accord ? D'après le principe d'inertie. Donc, la réponse C est exacte. On voit très bien, les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Réponse C exacte, donc on va passer en rouge la réponse C. D'autre part, si l'homme est en chute libre, les forces ne se compensent pas. C'est-à-dire qu'il y a une seule force. Donc, finalement, A est fausse, puisque les forces se compensent, d'après la situation qu'on a exposée. Donc, A est fausse. Ensuite, comme l'homme n'est pas en chute libre, le poids n'est pas la seule force qui s'exerce sur lui. Donc, la proposition B est fausse. Alors, la proposition D est-elle exacte ou fausse? Alors, le bilan des forces, le poids. Alors, vous voyez, la proposition, c'est, on la lit, la valeur du poids est plus grande que la valeur de la force exercée par l'air sur lui, car l'homme descend. Alors, on fait le bilan des forces. Le poids est P et la force F exercée par l'air sur l'homme. Or, on sait que les forces se compensent. D'accord ? La situation veut ça. Donc, vecteur P plus vecteur F exercé par R sur homme est égal au vecteur nul. Donc, ces deux vecteurs P et F, R, homme sont des vecteurs opposés. Donc, leurs normes, leurs valeurs sont égales. P égale F, R, homme. Donc, ça veut dire que la réponse D est erronée, puisqu'on dans la réponse D, on avait dit que le poids était plus grand en valeur que celle de la force exercée par l'air sur lui. Alors attention, ici, il faut faire attention à un raisonnement faux, donc on veut déconstruire des idées fausses, puisque l'homme descend, c'est que le poids l'emporte sur la force exercée par l'air. Donc ça, c'est un raisonnement faux. Ça, c'est un raisonnement faux. La confusion regrettable à ne pas commettre, c'est la confusion entre force et vitesse. D'accord ? C'est pas parce que l'homme descend
que c'est le poids qui l'emporte sur la force exercée par l'air. Donc, il y a des erreurs à ne pas commettre. Des erreurs, des préjugés à déconstruire. Si contre, donc, question 13, donc, et 13 et 14, si contre un enregistrement à intervalles de temps égaux, donc ici, des positions d'un point grand M d'un snowboarder, voilà le snowboarder, lors d'un mouvement en téléski. Cet enregistrement a été réalisé par un spectateur immobile dans le référentiel terrestre. Alors répondons à la question 13. Repère et nomme en justifiant les deux phases du mouvement du snowboarder. Alors, un élément de réponse. La phase 1. Alors, phase 1, on regarde, c'est de là, grosso modo, à là, c'est-à-dire de M0 à M5. On voit très bien que les espaces parcourus vont varier. Alors qu'au-delà de M5, les espaces parcourus restent constants. Donc, autrement dit, eh bien, dans cette première phase, de M0 à M5, le mouvement de M est rectiligne accéléré. Pourquoi? Parce que les positions sont alignées et que les distances entre ces positions augmentent au cours du temps. Alors, poursuivons, analysons la deuxième phase, de M5 donc à M8. On voit très bien que le mouvement est rectiligne et uniforme. Pourquoi? Parce que les positions de M sont encore alignées et régulièrement espacées. Voilà donc la question 13. Décrit en justifiant la somme vectorielle des forces s'exerçant sur le snowboarder. Alors, regardons un petit peu la réponse. Voilà, alors je vais la mettre un petit peu en évidence. Alors, dans la phase 1, le mouvement n'est pas rectiligne et uniforme, c'est-à-dire ici, d'accord? Donc, ça veut dire que, d'après la contraposée du principe d'inertie, la somme vectorielle des forces est différente du vecteur nul. Voilà donc dans la première phase. Deuxième phase, eh bien, regardons. Donc, je vais faire réapparaître légèrement la deuxième phase. Ici, voilà, on va jouer un petit peu. Donc, la phase 2, le mouvement est rectiligne uniforme. Ça veut dire que la somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul, d'après le principe d'inertie. Alors, autre situation. Attendez, je vais vous cadrer ça. Alors, la plus grande chambre à vide du monde a permis de vérifier que tous les objets lâchés sans vitesse initiale s'accompagnent dans leur mouvement. Ainsi, une plume et une bille d'acier lâchées sans vitesse au même endroit de la chambre arrivent au sol en même temps. On a réalisé ici, ci-contre, le pointage d'une plume à l'aide d'un logiciel de capture vidéo. Voici donc les différentes positions successives de la plume qui sont repérées toutes les 0,20 secondes. Et l'on donne ci-contre la répartition des diverses positions ainsi que les valeurs des vitesses de la plume pour chaque position. Vous voyez par exemple en M4 la vitesse est de 7,8 mètres par seconde. Donc répondre aux questions Q15. Alors Q15, pourquoi la chute peut-elle être considérée comme libre? Donc, regardons un peu la réponse. On sait que on a fait le vide dans la chambre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'air. Donc la seule force qui s'exerce sur la plume, c'est son poids. Il n'y a pas de force exercée par l'air. Donc, nécessairement, par définition, la chute est libre. Ensuite, vérifie que la valeur de V5 est cohérente et justifie ta réponse à l'aide d'un calcul. Tu utiliseras une expression approchée de V5. Ça, c'est un appel au chapitre 11, c'est-à-dire d'écrire un mouvement. Alors, regardons un peu la réponse, un embryon de réponse. V5, par définition, ici, eh bien, c'est M5, M6 sur T6 moins T5, c'est-à-dire sur la durée qui vaut 0,20 secondes. Avec M5, M6,
M5, M6 correspond à 2 carreaux sur le graphique. Vous voyez, ça va nous aider ensuite à calculer la vitesse. Alors évidemment, il nous faut une échelle de distance. Et cette échelle de distance, eh bien, si on regarde, elle nous est donnée un peu plus haut, là, voilà. Ici, c'est 1 mètre pour un carreau. 1 mètre pour un carreau. Alors, ça veut dire que, on met 1,0 mètre correspond à un carreau. Donc, par proportionnalité, on voit très bien que M5, M6 correspondant à 2 carreaux et 1 mètre à un carreau, eh bien, M5, M6 vaut 2,0 mètres par proportionnalité. Alors, donnons donc, essayons de calculer la valeur de la vitesse dans ce cas-là. La valeur de la vitesse, on sait que T6 moins T5 est égal à 0,20 secondes, donc V5 égale 2,0 mètres qu'on a trouvé ici précédemment, 2,0 mètres sur 0,20 secondes. On trouve donc 10 mètres par seconde. Alors, si on regarde la valeur qui était donnée pour la vitesse en M5, pour la position M5, c'est 9,8 mètres par seconde, ce qui est cohérent avec la valeur du graphique, bien sûr, puisqu'on a fait, c'est aux incertitudes de mesure près que l'on trouve une valeur très voisine de 9,8 mètres par seconde. Représente Q17 donc le vecteur vitesse V5 à l'échelle 1 carreau pour 5,0 mètres par seconde. Alors regardons la réponse. L'échelle de vitesse, donc, on la reproduit ici. 5,0 mètres par seconde correspond à 1 carreau. Ensuite, eh bien, il va falloir... on sait que, on a calculé précédemment, que V5 égale 10 mètres par seconde. On va garder la valeur que nous avons trouvée. Elle correspond à une longueur L de flèche grand L. D'accord ? La longueur de la flèche du vecteur vitesse en carreau est égale, on l'appelle grand L. Calculons donc grand L, il ne reste plus qu'une règle de proportionnalité à appliquer. On voit que par proportionnalité, L sur 1,0, en carreau, tout ça, est égal à 10 divisé par 5,0. Donc, L égale 2 carreaux. D'où la représentation du vecteur vitesse. La voici, vous voyez que c'est quasiment 2 carreaux. Voilà la représentation du vecteur vitesse. V5. Compare la direction et le sens de V5 et de V6. Alors, V6, nous ne l'avons pas tracé. Ce résultat est-il en accord avec le principe d'inertie ou sa contraposée? Alors, il va falloir comparer les caractéristiques de V5 et V6 pour conclure. Alors, regardons, V5 et V6 ont la direction de la tangente à la droite, trajectoire, au point M5 et M6. X, hein, je me suis trompé ici, voilà. Donc c'est normal, hein, puisque le vecteur vitesse, par définition, il est tangent à la trajectoire. Donc comme la trajectoire est une droite, eh bien la tangente, c'est à la direction de la droite. Donc même direction, la verticale. Ils ont le même sens, hein, puisqu'ils sont tous deux vers le bas. Hein, voilà, ça tombe. Et puis maintenant, au point de vue norme, alors les V5 et V6 ont le même sens du mouvement, vers le bas car descente, d'accord. Et puis, V5 et V6 n'ont pas même valeur. En effet, V6, une approche de la valeur de V6, V6 égale M6 M7 sur T7.T6, on voit que c'est strictement supérieur à V5 égale M5 M6 sur T6.T5. Ici, il n'y a pas besoin de réaliser effectivement le calcul de V6. En effet, pourquoi c'est supérieur? Parce que les dénominateurs sont les mêmes, ça vaut 0,20 secondes. Donc autrement dit, M6 supérieur à M6, M7 supérieur à M5, M6. Donc la valeur V6 est supérieure à la valeur V5.
Conclusion, le vecteur vitesse varie. Peut-on retrouver ce résultat avec le principe d'inertie? À ce moment-là, on sera cohérent avec le principe d'inertie. Alors, la chute est libre, donc il y a une seule force, le poids. Et donc les forces ne se compensent pas. D'après la contraposée du principe d'inertie, on retrouve que le vecteur vitesse varie, ce que l'on avait regardé, trouvé en analysant directement le mouvement. Et bien là, le principe d'inertie vient confirmer ce fait. Donc, on est tout à fait cohérent, on est d'accord avec le principe d'inertie. Alors, autre situation. Une baguette de verre, la voici, la baguette de verre, chargée électriquement, on a frotté avec un chiffon, attire une boule recouverte d'un film d'aluminium. On appelle ça un pendule. Suspendue à un fil, donc cette boule est rependue et suspendue à un fil. On donne ci-contre plusieurs représentations, petit a, petit b, petit c et petit d, des forces qui s'exercent sur la boule, modélisées par un point G. Alors, question 19. Dresse un inventaire des forces exerçant sur la boule sous la forme F exercée par A sur B, où A est l'auteur de la force et B le receveur. On négligera l'action de l'air sur la boule. Regardons un petit peu. Il y a effectivement trois forces. Il y a trois forces ici. Si on néglige l'action de l'air. La force exercée par la baguette sur la boule. La baguette attire la boule. La force exercée par la terre sur la boule. La terre attire la boule vers le bas. La baguette attire la boule vers la gauche. Et la force exercée par le fil sur la boule, c'est une force qui va vers le haut, qui est vers le fil. Alors, choisir la représentation correcte des forces. Ta justification. Tu pourras t'aider éventuellement de constructions géométriques pour certaines représentations. Regardons un petit peu, essayons de mettre ces petites constructions dans le cadre. Donc, regardons un embryon de réponse. Choisir les réponses correctes. A et D ne sont pas correctes. Pourquoi? Car dans les deux cas, ici, vous voyez, F baguette sur boule, c'est cette force représentée en rouge, ici par un vecteur rouge. Et schématisée répulsive. Oui, ça voudrait dire, en fait, cette force, elle est attractive, puisque le fil s'incline vers la gauche. Donc, la force ne devrait pas être de gauche vers la droite, mais plutôt de la droite vers la gauche. Donc, autrement dit, la force F exercée par baguette sur boule est mal représentée. Donc, on rejette ces représentations A et D. Maintenant, pour les situations B et C, alors que j'essaie de vous faire entrer dans le cadre, pour les situations B et C, les directions et sens des trois forces sont correctes. Vous voyez, ici, l'action exercée par la baguette sur la boule est bien attractive, donc de droite vers la gauche. L'action exercée par la terre sur la boule est bien dans les deux représentations vers le bas, verticale et vers le bas. Et la force exercée par le fil sur la boule est bien dans les deux cas orientée vers le fil et à la direction du fil. Donc, les positions B et C a priori peuvent être bonnes. Il va falloir analyser de plus près si elles le sont. D'accord? Donc, on va lire la question, pardon, on ne l'a pas lu. Si, on va continuer. Je vais faire apparaître un schéma ici. On va regarder les schémas. Pardon, excusez-moi. Voilà, on cadre le tout. On va regarder laquelle des deux réponses, B ou C, est exacte. Alors, on sait qu'il y a immobilité de la boule par rapport au référentiel terrestre que l'on considère galiléen. Donc, d'après le principe d'inertie, la somme des trois forces, ici, F baguette sur boule,
plus f terre sur boule plus f fil sur boule est égal au vecteur nul. Donc ça veut dire que f baguette sur boule plus f terre sur boule est égal à moins f fil sur boule. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme vectorielle, on va réaliser la somme vectorielle de ces deux vecteurs dans les deux situations. C'est-à-dire f baguette sur boule plus f terre sur boule. Vous voyez, on applique la règle du parallélogramme et on construit la somme vectorielle f baguette sur boule plus f terre sur boule. Dans les deux cas, voilà, donc ces deux vecteurs construits. Alors, sur les schématisations B et C, on a donc construit ce vecteur V, vous voyez, dans les deux cas, qui devrait être égal, pardon, il n'y a pas de d'orthographe ici, égal à moins f fil sur boule. On voit très bien, si on regarde la réponse, ici, que c'est vrai seulement pour la schématisation C. Vous voyez que ici, le vecteur V, somme vectorielle ici, est, bon, aux erreurs, aux incertitudes de construction près, eh bien, est égal à moins, ces deux forces sont opposées. Donc, seul C est correct, alors que dans la situation B, pas du tout, la somme de ces deux forces n'est pas opposée. Donc, autrement dit, seule la réponse C est correcte. Alors, regardons la dernière question, qui est une résolution de problème. On regarde un petit peu, on essaie de lire le texte de cette résolution de problème avec un certain nombre d'informations à gérer. Donc, un saut en parachute débute lors d'une phase de chute libre au cours de laquelle la valeur de la vitesse du sauteur augmente. Lors de cette phase, on néglige la force de frottement exercée par l'air par rapport aux autres forces. Lorsque le sauteur ouvre son parachute, l'air exerce alors une force de frottement appelée traînée, qui ralentit brusquement le système. Vous voyez, ici, c'est la phase où le parachute n'est pas ouvert. Ensuite, brusquement, ça ralentit, donc la vitesse diminue considérablement. Le parachute termine alors sa descente à vitesse constante en ligne droite. Donc c'est ici la phase où la vitesse est constante en ligne droite. Et la question unique, c'est détermine la surface du parachute de loisir qu'a utilisé le sauteur. Et on vous donne l'information que ce sauteur a pour masse M égale 80 grammes. Le sauteur, c'est-à-dire avec son équipement, sous-entendu. On donne quelques informations. La valeur F de la traînée, c'est-à-dire la force exercée par l'air, la force de frottement exercée par l'air sur le parachute, s'exprime par la relation F égale 1/2 de Cx S ρ fois V2. Avec Cx, c'est un coefficient issu de la dynamique des fluides, qui est le coefficient de traînée et qui n'a pas d'unité, qui vaut 1,5 dans ce cas-là. S est la surface utile du parachute, c'est celle qu'on va chercher, c'est l'inconnu du problème. Ici, la surface de la toile du parachute, elle est exprimée en mètres carrés dans cette relation. Rho est la masse volumique de l'air en kilogrammes par mètre cube. Et V est la vitesse de déplacement du système en mètres par seconde. Document 2. Alors on va regarder. Le tableau donne les valeurs de masse volumique de l'air pour différentes valeurs de la température. Regardons un peu, vous voyez ici, pour différentes températures allant de moins 10 degrés à 20 degrés, on voit que la valeur de la masse volumique diminue. Voilà, et on a les valeurs. Ensuite, dans le document 3, on voit l'évolution en fonction du temps de la valeur de la vitesse du parachute lors d'un saut à 20 degrés. Alors, je l'ai déjà commenté et je précise qu'en ordonnée, ici je ne l'avais pas dit, qu'en ordonnée on a la vitesse et en abscisse le temps. Donc ça représente
l'évolution de la vitesse du sauteur au cours du temps. Et on sait que ça se passe à 20 degrés. Alors, ici, bon, je donne la réponse assez vite. On se place donc dans la dernière phase où la vitesse V du parachute est constante. Donc, c'est normal parce qu'on va vouloir appliquer le principe d'inertie. Alors ici, si elle est constante, ça veut dire que le point matériel qui modélise le système c'est le sauteur, possède un mouvement rectiligne uniforme puisqu'il y a une descente en ligne droite. Alors, on va essayer de déterminer la valeur de la vitesse à l'aide du graphique. Et la valeur de la vitesse, si je remets le cas graphique sous vos yeux, eh bien la valeur de la vitesse, on la lit et on trouve, puisque ici on a un papier millimétré, on lit que c'est environ 6,0 mètres par seconde. Donc autrement dit, 6,0 mètres par seconde. On va faire le bilan des forces lors de la dernière phase, parce que c'est la dernière phase qui nous intéresse, c'est la plus simple, celle où la vitesse est constante. Et il y a deux forces ici, pas seulement le poids, mais si avec le poids, ça serait une chute libre, donc le poids P du système et la force de traînée. Dans la dernière phase du mouvement rectiligne uniforme, dans la dernière phase, le mouvement est rectiligne uniforme, autant pour moi, il est rectiligne uniforme. Donc, d'après le principe d'inertie, les forces P et F, j'ai oublié de mettre F ici, d'accord, on la met ici très vite, voilà, P et F se compensent. Donc, vecteur P plus vecteur F égale vecteur nul. Donc, les valeurs des deux forces qui agissent sur le sauteur sont égales, P égale F. On remplace P par son expression littérale, mg. On a la valeur de la masse du sauteur. On remplace F par son expression 1/2 de Cx S rho V au carré. Et on en déduit, petit calcul de rien du tout, que S est égal à mg divisé par 1/2 de Cx fois rho V2. Alors si on divise par 1/2, ça veut dire qu'on fait remonter le 2 au dénominateur, donc on a 2 mg sur Cx fois rho V2. Et là, on a toutes les valeurs pour calculer l'aire de la surface du parachute. Alors, on rappelle dans l'application numérique, M égale 80 kg, voilà M, voilà sa valeur. Petit g que nous avons dans l'expression égale 9,81 Newton par kilogramme, c'était donné par l'énoncé. Cx de même est égal à 1,5. Et ρ, alors comment est-ce qu'on trouve 1,20 kg m-3 ? Par lecture dans le tableau du document 2, parce qu'on sait que la chute a lieu à 20 degrés Celsius. Vérifions. Vous voyez qu'ici, à 20 degrés Celsius, on a bien une masse volumique de 1,20 kg m-2. Donc, on a bien remplacé dans le calcul numérique ρ par 1,20 kg m-2, divisé par 6,0 au carré ici. Le numérateur, on vérifie que c'est tout à fait correct, 80 kg, G 9,81 Newton par kilogramme et Cx 1,5. On trouve 24 mètres carrés. Voilà, donc nous avons fini la correction de ce questionnaire. Je vous remercie.